services secrets au Moyen-Orient, ça n'est pas vraiment une idée fausse, jouissent d'une, disons-le, une mauvaise réputation qui est, il faut le reconnaître, souvent, qui n'est pas injustifiée. Services secrets, services de renseignement, surtout dans cette partie du monde, sont synonymes de pouvoir occulte, de violence, d'État, de répression, de procédés coercitifs. Donc toute une série d'éléments qui contribuent effectivement à donner une image très négative. Alors évidemment, on le verra au cours de la discussion, c'est une problématique qui est quand même amenée à évoluer, mais en même temps, il faut reconnaître que les services de renseignement dans le monde arabe ont aussi des fonctions régaliennes qui sont celles qui existent dans chaque État, y compris les États démocratiques, c'est-à-dire assurer la sécurité de l'État, de la nation. Et je pense notamment à un problème qui est particulièrement récurrent actuellement dans l'ensemble du monde, qui est la lutte antiterroriste, dans laquelle ces services se sont beaucoup impliqués depuis un certain nombre d'années. Alors on a tendance à imaginer que les services de sécurité et de renseignement dans le monde arabe sont un bloc monolithique. Or, il y a des différences suivant les pays, des différences en raison des systèmes politiques, mais également en raison de l'histoire et de la façon dont ces pays ont accédé à l'indépendance et avec les relations qu'ils ont établies avec des pays, des puissances internationales qui ont pu les aider à mettre en place leurs services au moment des indépendances. Donc, ça n'est pas un bloc monolithique, même si on a tendance à parler des mukhabarat, qui veut dire les services de renseignement dans le monde arabe, c'est la traduction. Et il y a quand même des différences qui sont importantes et qui méritent d'être analysées de plus près. Et ça, c'est vraiment fonction de la nature du système politique. Mais il y a quand même un point évident, c'est qu'ils sont importants et qu'ils ont un rôle important dans les systèmes politiques. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que les services ont un rôle important dans les pays de la région en raison de la question de la légitimité du pouvoir ou de l'absence de légitimité du pouvoir. Plus le pouvoir politique est illégitime parce qu'il n'est pas issu des urnes de façon transparente, plus les services sont importants et les pouvoirs s'appuient sur les services parce que justement, se sentant fragiles parce qu'ils n'ont pas cette légitimité, ils donnent un rôle extrêmement important aux services qui, du coup, n'ont qu'une obsession, si je puis dire, c'est de lutter contre tout ce qui peut être une opposition. Et c'est peut-être à la lumière de cela qu'on peut comprendre que les services dans la région n'ont pas vu véritablement l'émergence des mouvements de contestation en 2011, parce que ça n'était pas ça qu'ils cherchaient. Ils ne cherchaient pas à regarder les mutations profondes de la société, mais ils étaient simplement omnubilés ou obsédés par tout ce qui pouvait être l'opposition. Et donc on voit bien que dans le cadre du déclenchement des révolutions, il n'y a pas eu véritablement une prise en considération par les services de ce mouvement qui a conduit au soulèvement qu'on a pu voir en Tunisie, en Égypte, mais également au Yémen, en Libye, même à Bahreïn. Alors, il relève de ce qu'on appelle l'État profond, aux côtés des forces armées, des forces de police, et il constitue quand même, encore maintenant, et en dépit des changements intervenus suite aux soulèvements arabes, il constitue quand même l'ossature, la colonne vertébrale des systèmes étatiques et des régimes en place, mais néanmoins, ils sont amenés à évoluer, comme tout un chacun, dans un contexte lié aussi à la mondialisation, qui est celui aussi du davantage de relations entre États, et aussi d'une nécessité d'une coopération, d'une mutualisation au niveau international, notamment face à des défis comme le terrorisme ou le djihadisme. Alors, ce sont des organismes d'État qui sont aussi les gardiens d'un nationalisme intransigeant. Partant de ce constat, ils sont peu enclins à coopérer par nature avec des services d'autres pays, y compris ceux du monde arabe ou du monde arabo-musulman. Mais néanmoins, ils sont quand même conduits à le faire. On sait qu'il y a des relations anciennes avec les pays occidentaux, notamment la France, les États-Unis, beaucoup d'autres, mais aussi l'ensemble des grands acteurs internationaux. Au niveau régional, les méfiances qui existaient, qui étaient très fortes entre pays du proche du Moyen-Orient, mais aussi du Maghreb, tendent un petit peu aussi à s'estomper, donc peuvent faciliter davantage de mutualisation et de coopération. Mais là, encore une fois, il y a encore une méfiance qui peut subsister. Là encore, ce sont des défis communs qui peuvent amener ces services à davantage travailler
en liaison avec leurs homologues régionaux ou internationaux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une coopération dans une certaine mesure entre certains services de renseignement entre eux dans la région, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est vrai que pour les pays occidentaux, l'axe majeur de la coopération, ça va être la lutte contre le terrorisme, cette lutte qui a été renforcée après les attentats du 2001. Et les services de renseignement occidentaux se sont beaucoup appuyés sur les services de renseignement dans le monde arabe, et d'ailleurs en acceptant finalement certaines pratiques qui ne sont pas forcément des pratiques que nous serions en mesure d'accepter, mais au nom de la lutte contre le terrorisme, on a eu une coopération avec des services, même si on savait que certaines de leurs pratiques ne correspondaient pas à nos critères.